Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur les nouveaux métiers du bâtiment avec 3 personnes qui travaillent pour BMA. Je vais les présenter. Maxime Le Gouaréguer, tout au fond ici à ma gauche, Estelle Bougaran à mes côtés et Olivier Duigou à ma droite. Bonjour à tous. Alors comment va se dérouler cette conférence ? On va présenter le profil, le parcours et le métier de ces 3 personnes pour que vous ayez une petite idée déjà de ce qu'ils font, de ce que peut être également l'action de BMA sur le territoire. Et on va commencer avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut évoquer déjà ton parcours universitaire? Parce que j'imagine que ton parcours scolaire est traditionnel, un bac? Oui. Un bac quoi? Scientifique. À partir de quel âge, de quel moment tu as eu une idée assez précise de ce que tu voulais vraiment faire comme profession? J'ai jamais eu une idée très précise de ce que je voulais faire. Après, c'est des choix, puis les circonstances qui font que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'étais en classe préparatoire. On avait eu un projet à faire sur le thème du bâtiment. Moi, j'avais fait sur le bâtiment durable. Et je me suis dit que c'était intéressant du coup de travailler dans cette voie, le bâtiment durable. Et c'est pour ça que j'ai choisi après. Donc là, j'ai choisi d'intégrer une école d'ingénieur dans le bâtiment pour obtenir une base solide dans ce domaine-là. Dans la famille, il n'y avait pas d'antécédents, de gens qui travaillaient dans ce domaine? Non, je suis issue d'une famille agricole, donc pas du tout. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, on est baigné dans un environnement et on s'en nourrit. Alors donc ça, c'était après le bac, cette école de... Non, alors prépa, puis école d'ingénieur. Avec une idée là précise aussi de la profession, ou encore cette école d'ingénieur devait te permettre d'arriver à... Non, pareil, après, on avait 3 ans pour savoir ce qu'on... Ouais. Enfin, pour savoir. On n'était pas obligé de savoir à la fin, mais il y avait les 3 ans de cursus. Et après, pareil, c'est un peu le choix des stages qui m'a mené à mon premier travail. Après, dans le bâtiment, il y a vraiment énormément de métiers différents, que ce soit du coup dans des bureaux ou sur le chantier. Donc là, voilà, c'est des stages qui m'ont fait obtenir mon premier poste en tant que conducteur de travaux. Et pendant ces 3 ans d'études, ces stages, ces moments en entreprise, t'ont permis, toi, d'affiner les envies et l'envie que tu avais, la profession que tu voulais exercer? Oui, c'est ça. Ça m'a permis de tester un poste, de voir qu'est-ce qui me plaisait, qui me plaisait pas, de changer si je voulais aussi, du coup, un peu d'orientation. Donc ça permettait de toucher du doigt beaucoup plus concrètement les métiers par rapport aux études que j'avais faites. C'était sur Brest? On n'a pas évoqué du tout le... Oui et non. D'accord. Ouais, j'ai fait ma classe préparatoire à Kérichen, au lycée de Kérichen. Et après, j'étais à Paris, en école d'ingénieur. Et cette école, tu étais à Paris parce que ce que tu voulais faire, cette école-là, c'était là et nulle part ailleurs ou... Oui, c'est ça. Ouais. C'est parce que cette école-là était là. D'accord. Ouais. Donc, tu fais tes 3 ans? Oui. Tu as ton diplôme? Oui. Et là, à la sortie, tu as une idée bien définie, bien déterminée de ce que tu veux faire? Ou ça reste encore... Oui, je sais ce que je veux faire pour le moment. Dans ce métier-là, c'est important de passer, vraiment sur le terrain, sur le chantier. Donc là, le poste de conducteur de travaux me permettait justement de mettre vraiment un pied là-dedans et de commencer un peu à la base des projets de bâtiment. Est-ce que ce sont des métiers habituellement ouverts aux femmes ou qui commencent à s'ouvrir de plus en plus aux femmes? Parce que quand tu dis conducteur de travaux, c'est vrai qu'instantanément, voilà, on a une idée d'un mec, hein, pour parler populaire. Mais est-ce que c'est des métiers qui s'ouvrent aux femmes petit à petit ou depuis que tu les exerces, tu vois qu'effectivement il y en a de plus en plus? Clairement, c'est très ouvert aux femmes. On me pose souvent la question, mais moi, dans ma promo, quand j'étais en école, on était dans une filière bâtiment. Il y avait 40% de femmes. Donc, ce qui est bien plus important que dans d'autres domaines informatiques ou voilà.
Donc il y a des personnes sur les chantiers qui sont toujours étonnées de voir des femmes, mais moi sur tous les projets que j'ai faits, j'en ai toujours eu. Alors c'est vrai qu'il y en a moins, mais il y en a toujours et ça se passe bien pour autant. Conducteur de travaux, tu as dit que tu voulais commencer par là, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça signifie, conducteur de travaux, concrètement, comme métier ? Alors, conducteur de travaux, c'est sur un chantier, on va dire qu'il y a 3 entités. Il y a le client, celui qui paye. Il y a l'architecte qui dessine les plans, qui dit ce qu'il faut faire, qui regarde si le planning est respecté. Puis il y a l'entreprise qui fait vraiment les travaux. Le poste de conducteur de travaux, c'est la personne côté entreprise qui pilote toutes les autres micro-entreprises qui font les travaux. Donc au quotidien, c'est être sur le chantier tous les jours, même ouvrir aux ouvriers aussi les sanitaires, ouvrir le chantier aux ouvriers. Et bon, ça c'est vraiment la petite partie le matin, mais après c'est suivre l'avancement du chantier, organiser les compagnons les uns par rapport aux autres, vérifier qu'on est dans notre respect du budget qu'on s'est alloué sur l'opération. Donc une grosse responsabilité. Oui, en termes de sécurité également aussi, c'est le maintien de la sécurité sur le chantier. Donc ça, c'est une priorité. Tu avais quel âge quand tu as commencé donc c'était tu disais, hein, après tes 3 ans alors, prépa, 3 ans d'études supérieures. Donc tu avais quel âge ? Tu étais toute jeune ? 23 ans. 23 ans. Tu étais conducteur de travaux à 23 ans sur un chantier avec des gens qui ont 40, 50, 60. Oui. Et il faut se faire respecter, il faut s'imposer, dire... c'est moi le conducteur de travaux, donc c'est moi le chef quelque part. Ouais. Après, les choses peuvent se faire progressivement. Moi, j'ai été sur des chantiers où il y avait d'autres conducteurs de travaux, il y avait des conducteurs de travaux principaux. Donc, on n'est pas non plus livré à nous-mêmes sur le chantier dès qu'on arrive et qu'on sort de stage. Ça s'apprend tous les jours et voilà, en général, on est conducteur de travaux pendant 2, 3 ans, 4 ans. Après, on devient principal. Donc, il y a toute une synergie qui se met en place dans l'entreprise pour capitaliser les compétences et évoluer. Donc on n'est pas non plus lâché avec toutes ces responsabilités d'un coup. Quelle a été l'évolution de ta carrière ? Parce que tu disais, on ne reste pas non plus toute sa vie comme ça. Du coup, cette première expérience, c'est vraiment un bon tremplin pour tout ce qui est projet de bâtiment en général. Moi, j'ai voulu passer, donc je parlais de 3 entités sur les chantiers. Donc, je suis passée après côté architecte plutôt. Grosso modo. Et donc, c'est moi qui suivais, qui vérifiait que le conducteur de travaux faisait bien son travail. Voilà. T'étais passé de l'autre côté de la barrière. Exactement, ouais, et qui fait le reporting au client en disant c'est bon, on est dans les temps. Ah, attention, là, point de vigilance à tel endroit. Voilà, et du coup, donc, moi, je faisais respecter les plans et les cahiers des charges nécessaires à la bonne exécution du chantier. T'as pas suivi un cursus parallèle pour te spécialiser, c'était une évolution de carrière. Une évolution de carrière, oui. D'accord. Et t'as fait ça combien de temps ensuite ? 4 ans. Et ça te plaisait ? Oui, ça me plaisait, ouais. Oui. Et t'as continué à grandir et à évoluer, c'est ça ? J'ai continué, du coup, voilà, la troisième position étape, dans ce triptyque justement. Donc là, maintenant, je suis côté ce qu'on appelle maîtrise d'ouvrage, donc le côté client. Donc le client, c'est celui pour lequel justement l'entreprise et l'architecte travaillent et délivre le chantier dans le respect du coût, du planning et de la qualité. Donc là, côté maîtrise d'ouvrage, c'est nous qui définissons toutes ces données d'entrée et qui mettons en place tous les contrats nécessaires à la bonne exécution de ces missions. Donc en fait, là, tu as fait les 3 parties de cette profession. J'ai presque envie de te demander dans laquelle tu t'éclates ou tu t'épanouis le plus. C'est celle dans laquelle tu évolues en ce moment ? Oui, clairement. La première est quand même assez comment dire, il y a des difficultés quand même qui apparaissent en conducteur de travaux. C'est beaucoup d'investissement. Donc voilà, je préférais déjà la deuxième puis la troisième justement en tant que client. Ouais. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? C'est quoi qu'est-ce qui te motive pour aller au travail tous les jours et qu'est-ce qui te fait te dire le lundi matin, pas encore une nouvelle semaine qui commence, mais bon chouette, j'ai retrouvé les collègues ou on va continuer à avancer sur ce dossier ? Je dirais le sentiment de bien faire, voilà, parce que nous aussi, en fait, en tant que client, on a un client final. Là, en l'occurrence, chez BMA, notre client final, c'est surtout, c'est essentiellement Brest Métropole. Il y a d'autres clients aussi, mais
pour donner un exemple. Et pareil, c'est eux qui nous ont attribué donc, les contraintes. Donc moi, ce qui me permet de me lever le matin, c'est d'être satisfaite que le projet avance comme il faut, dans le respect toujours pareil, le planning, le coût, la qualité. Donc je dirais que c'est la satisfaction client derrière. Et voilà. Qu'est-ce que tu dirais à l'étudiante que tu étais, qui allait entrer en prépa, avec ton expérience, avec les 3 facettes de ce métier, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est vas-y, fonce, fais attention à ça, réfléchis à 2 fois, je sais pas. Il y a quelques jeunes parmi nous, et peut-être qui se disent, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme bon conseil ou comme petit tips, comme ça, piège à éviter, je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait de piège. Justement, il faut plutôt faire confiance à... comment dire, aux conseils qu'on peut avoir tout au long de la scolarité. Je sais que par exemple, moi pour mon école d'ingénieur que j'ai choisie, c'était mes professeurs de prépa qui m'ont dit... alors elle était payante, il faut dire ce qui est, elle était payante, Oui, et c'était cher. C'est bien de le dire. C'était 6 000 € l'année, j'ai fait un emprunt, mais bon, j'ai pas eu de problème à faire l'emprunt, et aujourd'hui j'ai remboursé, tout va bien. Et je sais que mes profs m'avaient dit c'est une école payante, ok, mais elle est très bonne, donc vraiment tu devrais y aller, c'est bien, tu verras après sur ton CV il y aura ce nom et ça se passera bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le bâtiment j'ai pas trop de problèmes, j'ai pas trop de problèmes, c'est plus facile avec cet accès là. Donc d'écouter vraiment les conseils des professeurs, les retours d'expérience, voilà. On sait que c'est important pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, la vitesse à laquelle on trouve un travail. Beaucoup de parents redoutent que leurs enfants accumulent les diplômes ou les années d'études supérieures et à l'arrivée se retrouvent un petit peu sans rien. En combien de temps, toi, tu l'as dit, tu as fait cette école d'ingénieur, en combien de temps après tu te retrouves à être maître d'œuvre sur un chantier? Quand j'ai commencé réellement sur le marché du travail, au final, la première entreprise que j'ai faite, c'est celle dans laquelle j'avais fait mon stage. Donc c'est pareil, c'est peut-être le deuxième conseil, c'est le réseau qu'on peut se créer à travers les stages. Et ne jamais hésiter à rappeler une entreprise avec qui ça serait bien passé, toujours en toute humilité, mais à rappeler, toujours tenter, essayer et de garder à chaque fois un lien professionnel, c'est important. Ouais. L'importance de ces stages ou de ces alternances pendant des études supérieures qui permettent d'être au contact des professionnels de manière concrète, quoi. Oui, c'est ça, ouais. L'évolution, tu l'as dit, là tu as fait les 3 facettes de ce métier. Qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu as décidé de continuer justement à progresser? Pourquoi pas dans 1, 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, tenter autre chose encore? Non, pour l'instant je suis bien là où je suis. Il y a un plan de carrière ou... On se laisse un peu porter. Non. Peut-être qu'avant c'était le cas, aujourd'hui je crois pas. J'ai l'impression. Après ils répondront aussi, Maxime et Olivier, mais personnellement j'ai pas de plan de carrière particulier. Là ce que je fais j'aime bien, je suis bien dans l'entreprise, donc pour l'instant on reste comme ça. Un chantier BMA, il y a une particularité, il y a quelque chose, tu vois, dans le travail que tu fais qui différencie de ce que tu as pu faire avant ou... Ce que j'aime bien chez BMA, c'est les chantiers ont un intérêt collectif et local, du coup, parce qu'on est vraiment là sur des chantiers pour la métropole, ou même comme ici, moi je travaille sur la rénovation aussi des halles là, à Pinfeld. Donc c'est le côté justement local et d'intérêt public. Ça, j'aime. Et il y a beaucoup de chantiers chez BMA qui sont orientés là-dessus, donc c'est le plus que je trouve. Tu nous parles de Pinfeld, sur lequel tu travailles. Tu peux nous faire nous dire des bâtiments, des programmes sur lesquels tu as pu travailler, que les gens qui soient là se disent ah bah tiens, voilà. Là dernièrement, on a livré des salons réceptifs sur la patinoire au Rincla, donc à Bellevue. Il y a la rénovation de la façade de la mairie de Bellevue aussi, qui était une passoire thermique. Donc là, on a enlevé la façade, hop, on a remis une autre isolée avec des fenêtres, des doubles vitrages. On a rénové des écoles aussi avec Maxime. Donc pareil, rénovation énergétique, donc ça rentre aussi dans le bâtiment durable. Il y a des choses différentes comme un atelier industriel sur le port de Brest qui va sûrement accueillir du coup des entreprises qui travaillent dans le développement durable également. Et un conservatoire Orolec-Kéruon aussi. Donc voilà, c'est très varié.
J'aime bien quand tu dis on a enlevé la façade de la mairie de Bellevue et on a mis une autre. Ça s'est pas passé comme ça exactement, mais... Playmobil ou Lego, même système. On enlève la façade et on met une autre. Non, mais on imagine. Est-ce que vous avez des questions sur le parcours d'Estelle, sur un détail qui n'a pas été évoqué Vous n'hésitez pas, hein, vous levez la main, on est là. Ils sont là pour ça, hein, au-delà de... Alors si vous n'avez pas de questions, peut-être gardez-les, on refera un point après chaque intervention, si jamais vous vous interrogez. On va poursuivre avec Maxime, donc on va faire un peu le même déroulé, Maxime. Bac traditionnel, j'imagine ? Tout à fait, enfin, bac scientifique, qui n'existe plus aujourd'hui, mais... Et avec une envie particulière à l'époque, je vais poser la même question qu'à Estelle, à quel moment, ou est-ce qu'il y a un moment où toi tu te dis, plus tard je veux être... Non, pas du tout, je me rappelle d'une date butoir où on devait faire nos choix en terminale pour notre futur. Et je m'y étais pas du tout attelé. Du coup, j'ai vu une annonce dans le journal qui parlait de l'IUT Génie thermique et énergie à Lorient. T'étais ici ? Enfin, t'étais à Brest ? J'étais à Landivisio. D'accord. Et dans l'article du Télégramme, en l'occurrence, il était écrit que c'était des métiers d'avenir liés à l'énergie, liés au combat contre le réchauffement climatique, qui offrait beaucoup de débouchés. Donc je me suis orienté vers cette branche-là sans trop savoir, tout en ayant l'idée que c'était quand même un cursus scientifique et que les matières scientifiques me plaisaient. Donc je me suis orienté vers là, ouais. Pour 2 ans. Donc tu fais ça à Lorient ? Tout à fait. Tu vas à cette IUT à Lorient. En IUT, il n'y a pas d'alternance, de stage ? Si, il y a un stage de fin d'études. D'accord. De 2 mois et demi, je crois, que j'ai fait ici à Morlaix, dans un petit bureau d'études, où c'était la rénovation énergétique des maisons individuelles et l'installation de pompes à chaleur. Donc c'est des moyens de chauffage... ça fait 10 ans déjà, donc qui était nouveau et qui était, on va dire, propre, c'est-à-dire qui émettait peu de CO2, donc qui contribuait à ne pas trop réchauffer notre atmosphère. Donc c'était très intéressant. Ouais. Et au sortir de cette IUT, tu te dis, et de ce stage, tu sais ce que tu veux faire ? Ou tu te dis, je veux travailler là-dedans ? Non, pas du tout. Ouais. C'était toujours assez flou, je savais que je voulais continuer mes études. Tu avais fait un bon choix, déjà ? Tout à fait. Ça m'a conforté dans mon choix. Cette IUT m'a beaucoup plu, du coup j'ai voulu continuer, sans trop savoir quels étaient les métiers en fait, qui existaient. J'avais juste un retour d'expérience sur ce stage que j'avais fait. Donc j'ai poursuivi vers un master, donc 3 ans de plus. Pareil dans le domaine de l'énergie. Où ça alors ? Alors j'ai beaucoup vagabondé, j'ai fait ma licence à Perpignan, mon master 1 à Cergy-Pontoise en région parisienne et mon master 2 à Poitiers. C'était quoi ? Il y avait une idée de faire un petit tour de France à côté de ses études ? Non, pas du tout, c'est que à Perpignan, c'est vrai que sur le papier la formation était très alléchante parce que on se dit que c'est dans le sud, qu'il y a la mer, qu'il y a la montagne. Et l'intitulé de la formation était alléchant sur le papier. Il s'est avéré que ça c'était pas si alléchant que ça. C'était pas si alléchant que ça. Du coup, je me suis orienté vers le master 1 à Paris. Cergy-Pontoise, c'est vrai, ça fait moins rêver que Perpignan sur le papier. Exactement. Mais au contraire, la formation était était beaucoup plus aboutie, pardon. Et elle se terminait avec un stage de fin d'études, enfin de master. Et avec la deuxième année devait se dérouler en alternance. Il y a des problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu faire cette alternance-là. Du coup, j'ai dû changer de master et je suis arrivé à Poitiers. Et alternance également, j'imagine, pour cette année-là à Poitiers ? Non, pas du tout. Ah, du tout. Là, c'était très scientifique, où j'ai fait mon stage de fin d'études en laboratoire de recherche. Ah oui, donc ouais. Assez loin de ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas continué en recherche, parce que la recherche, ça peut plaire à beaucoup de monde, mais c'est très abstrait. On travaille sur un problème bien particulier et il faut pas croire qu'on fait des découvertes faramineuses tous les jours, malheureusement. Ouais. On ferme des portes pour justement réduire un petit peu un champ d'action.
Ça peut plaire à beaucoup de monde, mais moi ça ne m'a pas plu. Alors, qu'est-ce que tu fais au sortir de ce master, du coup? Est-ce que tu sais ce que tu ne veux pas faire, mais tu ne sais pas forcément encore ce que tu veux faire exactement? Exactement, je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais juste que je veux apprendre à parler anglais, parce que je me dis que dans mon futur et dans mon futur métier, ça va être sûrement très important. Du coup, je décide de partir en Nouvelle-Zélande, tout seul avec mon sac à dos, pour 1 an. En attendant que les choses se mettent en place dans mon esprit par rapport à mon futur professionnel, et en me disant que ce pays est réputé pour les énergies renouvelables, qui sont tout à fait en lien avec les 5 ans d'études que j'ai faites, et pourquoi pas travailler là-bas. Donc bon, j'ai pas pu travailler là-bas dans les énergies renouvelables, j'ai travaillé là-bas dans des vergers, c'est différent, mais c'est bien aussi. C'était une super expérience, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à me connaître moi-même et à prendre confiance en moi, parce que c'est vrai que quand on sort des études, on se dit on a appris beaucoup de choses sur le papier, mais on a l'impression de rien savoir faire. Et finalement, non, je me suis rendu compte que je pouvais me débrouiller tout seul à l'autre bout du monde. Et du coup, quand je suis revenu en France après 1 an, j'avais beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de certitude. Et c'est grâce entre autres à ce voyage que j'ai trouvé mon premier emploi en région parisienne. C'était quoi comme emploi, du coup? Donc, comme l'a dit Estelle, j'étais maître d'œuvre, donc du côté de l'architecte. D'accord. Où je travaillais à la rénovation énergétique des bâtiments. Donc j'avais en charge le descriptif des travaux, savoir quel type de fenêtres on allait mettre, quel type d'isolant sur les murs, quel type de ventilation dans les locaux, ce type de travaux-là. Et je faisais également des audits énergétiques. Donc un audit énergétique, c'est quoi? C'est savoir calculer la performance énergétique d'un bâtiment. Donc on a notre bâtiment qui existe, on a son niveau de performance énergétique, et on a également la répartition des déperditions. Donc l'audit énergétique va nous dire, on perd par exemple 30% de la chaleur par les murs, 20% par les fenêtres, 20% par la toiture. Du coup, si on isole nos murs, on va faire tant d'économies d'énergie par an, pareil pour les fenêtres, pareil pour la toiture. Ça va coûter tant d'argent, mais vu qu'on va faire des économies d'énergie, les travaux seront rentabilisés au bout de plusieurs années. Alors, tu as fait ce métier pendant combien de temps? Pendant 5 ans. 5 ans, et ensuite, c'est là où tu arrives... À Brest, chez BMA. Où tu arrives à Brest, chez BMA, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, pareil, j'ai été embauché pour travailler sur la rénovation énergétique. Donc, comme l'a dit Estelle, sur la rénovation énergétique de 5 écoles. Donc, peut-être que les gens qui nous écoutent les connaissent. C'est les 4 Moulins, Aubrac, Haute-Pinfeld, Keragaouillat et Langevin. Donc on a isolé tous les murs, on a remplacé les fenêtres, on a isolé la toiture, on a isolé le plancher, on a remplacé les chaudières, on a remplacé les radiateurs, mis des robinets thermostatiques, plein d'interventions en lien avec les économies d'énergie. Est-ce que vous aviez... Il y a quand même un point commun entre vous deux. Toi, c'était le bâtiment durable, au début, qui t'intéressait, d'après ce que je me rappelle. Toi, il y avait cette idée aussi de travailler dans ce domaine-là. Est-ce qu'il faut avoir une sensibilité par rapport au monde qui nous entoure et aux soucis environnementaux? Parce qu'apparemment, c'est votre point commun quand vous étiez plus jeune et que même vous ne saviez pas exactement ce que vous vouliez faire. C'est qu'il y avait quelque part peut-être une petite conscience que, bon... Il faudrait faire quelque chose à un moment donné. Je vais prendre la parole du coup. En ce qui me concerne, il y a 10 ans, j'avais aucune idée des problèmes environnementaux auxquels on est confronté aujourd'hui et auxquels on était déjà confronté, mais on en parlait beaucoup moins. Mais du coup, aujourd'hui, mon travail prend vraiment sens. Et c'est pour ça que je suis content de me dire, grâce aux travaux de rénovation énergétique qu'on fait, c'est un combat contre le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, il est bien réel, il est là, et il faut l'affronter. Donc c'est pas une fatalité. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste en avoir conscience. Parce que plus on va isoler nos bâtiments, et moins on va les chauffer, moins on va émettre de CO2 dans l'atmosphère. Et peut-être que si tout le monde s'y met et qu'on a tous ça à l'idée, peut-être que nos enfants, ils verront toujours les ours polaires qui sont en train de s'éteindre. Peut-être que les eaux, elles monteront un petit peu moins vite et qu'on aura moins de déplacements de population. Peut-être qu'on aura moins de tempêtes et moins de sécheresse. Donc c'est pour ça aujourd'hui que mon travail prend beaucoup de sens. Même si, évidemment, il y a quelques années,
j'en avais pas du tout idée. Oui, on grandit. Estelle, il y avait cette Oui. cette petite conscience écolo quelque part. Ah oui, écolo. il faut. Non, c'est peut-être pas écolo. Pas écolo, mais comme environnemental voilà, en tout cas. Oui, forcément, il en faut une. Et je pense que là, aujourd'hui, on en a tous une. On n'avait peut-être pas tous une il y a quelques années, comme tu dis, mais oui, je voulais vraiment travailler là-dedans. J'ai pas eu l'opportunité au début de le faire. J'étais plutôt sur des bâtiments neufs en béton, assez classiques, on va dire. Mais aujourd'hui, justement, là, chez BMA, j'ai l'occasion de toucher un peu plus du coup ce volet-là, parce qu'on est sur beaucoup de chantiers de rénovation énergétique. Et c'est vraiment une facette intéressante. Ouais. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce que tu kiffes de ton métier, de te dire bah ça va quoi, lundi matin je suis pas en dépression parce qu'il y a une nouvelle semaine qui commence, ou le vendredi soir je fais pas un triple salto parce qu'on est enfin au week-end. Qu'est-ce qui te... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis content de travailler à mon niveau sur le combat contre le réchauffement climatique. Et au-delà de cet aspect-là, c'est vrai que y a aussi l'aspect confort des occupants. C'est chouette de voir un bâtiment non rénové et de se dire, après les travaux, ah bah ouais, il est quand même beaucoup plus beau aujourd'hui parce qu'on a fait ces travaux de rénovation énergétique. Et en plus d'être beaucoup plus beau, eh ben on s'y sent beaucoup mieux dedans. Tu as déjà prévu la suite de ton aventure, ou là, comme Estelle, pour l'instant, t'es bien, tu profites et on va voir. Comme Estelle, c'est vrai que j'avais plutôt un plan de carrière quand j'avais pas de parcours professionnel du tout au sortir des études. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que je suis heureux dans ce que je fais et que j'ai pas forcément envie de changer du tout au tout. Donc, pour l'instant, tout va bien. Avant de terminer, hormis les écoles sur lesquelles tu as travaillé en termes de rénovation énergétique, est-ce qu'il y a des bâtiments ou des chantiers qu'on peut, quand on se balade dans la métropole, qu'on peut voir et là tu peux dire j'ai bossé là-dessus? Non, malheureusement non, parce que en fait moi je suis arrivé il y a 1 an chez BMA. Oui, tout récent. Ouais. Et il y a un autre projet pour lequel j'ai été embauché, et d'ailleurs c'est le principal, c'est potentiellement la rénovation énergétique de 42 bâtiments dans la métropole et également sur la ville de Landéda, où aujourd'hui on n'est que à la phase étude. Donc comme je l'ai dit, on fait les audits énergétiques, on regarde quels sont les problèmes énergétiques sur les différents bâtiments, et après on fera les travaux. Donc ce n'est encore qu'à la phase étude, mais le futur est rassurant, on va dire. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vient de nous dire Maxime, quelles qu'elles soient ces questions? N'hésitez pas, hein. Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions idiotes. Je poursuis et je termine mon tour de table. Et si à la fin il y a d'autres questions, vous pourrez les poser. Et ceux qui ne veulent pas te poser de questions en levant la main, si vous voulez venir interroger nos témoins hors micro, vous pouvez le faire aussi. Olivier, alors, même bonjour question. Hugo. Bonjour déjà, oui. Même question qu'avec Estelle et Maxime. Quel a été ton parcours d'études? Un bac? Ouais, un bac scientifique. Donc moi je suis quimpérois à l'origine. J'ai fait mon lycée au lycée Briseux, et j'ai fait un bac S, donc scientifique, parce que je savais que je voulais travailler plutôt dans la science. Sans en savoir plus. Sans en savoir plus. Et puis exactement comme Maxime, la date butoir alors c'était pas Parcoursup à l'époque, mais c'était son équivalent, est arrivée. Et puis je me suis dit bon bah maintenant Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais très attiré par tout ce qui était architecture d'un côté et tout ce qui était environnement de l'autre. Parce que je suis passionné de nature, etc. Mais je ne savais pas trop, mon cœur balançait entre les deux domaines, et je n'avais pas trouvé de voie qui me permettait de concilier les deux. Ouais. Et en fait, j'ai discuté avec ma mère qui m'a dit « Olivier, pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir ta conseillère d'orientation, celle du lycée ?» Et je lui ai dit « Maman, la conseillère d'orientation... elle sert à rien. » Voilà, elle sert à rien. En gros, elle sert à rien. Et elle m'a dit « Olivier, qu'est-ce que tu as à perdre à part du temps ?» J'ai dit bon ok, si tu veux, si ça te fait plaisir, je prends rendez-vous, je vais la voir. Donc je suis allé voir ma conseillère d'orientation, enfin celle du lycée, et je lui ai dit bah voilà, j'aime bien l'architecture, j'aime bien l'environnement, est-ce que vous auriez une recette miracle? Elle m'a dit oui, tu vas faire ça comme étude. Et elle m'a sorti un prospectus d'une formation
qui s'appelle l'Institut de géoarchitecture. Alors quand on dit géoarchitecture, on pense tout de suite architecture, mais en fait c'est pas vraiment de l'architecture, c'est plutôt de l'urbanisme. Donc en gros, l'architecte il va construire le bâtiment et l'urbaniste il va construire tout ce qu'il y a autour, donc la ville, le quartier, les places, etc. Et en fait, c'était une approche donc de la fabrique de la ville, si on peut dire ça comme ça, Ouais. mais de manière durable, avec un très fort aspect environnemental. Et donc, c'était quelque chose qui conciliait très bien, on va dire, la partie architecture avec la partie environnement. Donc, je suis ressorti de là en me disant, bah en fait, ouais, c'est ça que je veux faire. Et t'es allé voir ta mère et tu lui as dit je n'ai Et pas je lui ai perdu dit, mon temps. Bravo maman, bien joué. Bien joué. Et C'est où cet institut? Alors il est à Brest. Il est à Brest. Il est dans la fac de sciences, donc l'UBO. Et en plus c'est une formation qui est très, qui est restreinte en termes d'effectifs, puisque c'est des promos de 30 à 40 étudiants. Donc souvent quand on se dit l'université, voilà, on pense à des amphis qui sont De 500 immenses, personnes, de ouais. 500 personnes, où on n'a aucun contact avec les profs, où on est perdu, etc. Là on est dans des formations vraiment où on est comme une classe de lycée, quoi. Et c'est une formation études supérieures, fac traditionnelle, Tout c'est-à-dire... à fait. C'est un master en fait. D'accord. C'est un ok. master et qui est introduit par une licence 3. Donc juste la 3e année de licence. Et donc se poser la question de quoi faire avant. Parce que je ne pouvais pas arriver en licence 3 tout de suite. Il fallait Voilà. bien que j'ai un diplôme de bac plus 2. Donc j'ai choisi de faire de la biologie. Parce que aspect environnement et parce que j'avais envie de développer les compétences environnementales que je pouvais mettre après dans l'approche urbanisme et architecture. Donc j'ai fait 2 ans de biologie à la fac de sciences aussi. Donc en fait j'ai eu un parcours très très linéaire parce que j'ai fait mes études au même endroit tout le temps, contrairement à Maxime, Oui, qui ont bourlingué par exemple, un petit Estelle, peu. qui ont bougé un petit peu. Moi je suis arrivé dans le même bâtiment, je suis ressorti. Voilà. Petite question, toi tu as fait 2 ans de biologie, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être pour qui la biologie... Enfin, voilà. Quels étaient le parcours, est-ce qu'il y avait d'autres parcours comme ça réguliers sur les gens qui intègrent GeoArchi? Oui, alors c'est très très varié en fait. D'accord. C'est une formation qui est très très large. C'est-à-dire que donc la formation de géoarchitecture, on a à la fois de l'architecture, de l'urbanisme, des mobilités, un peu de sociologie parce qu'on peut pas faire la ville sans comprendre comment est-ce que les gens vivent et fonctionnent, de l'environnement évidemment. Enfin, il y avait plein de choses qui s'ajoutaient et donc on va dire que tous les gens qui intègrent cette formation là, ils ont fait avant quelque chose qui a trait à l'un de ces domaines-là. Donc il y en a qui ont travaillé dans les mobilités, il y en a qui ont fait du génie civil, il y en a qui ont fait des formations comme celle de Maxime, comme celle d'Estelle, d'autres comme moi qui ont fait plutôt de l'environnement, plutôt de la biologie, d'autres de la géologie aussi, qui ont étudié les sols, etc. Donc c'est vraiment très très varié. En fait, on arrive avec des profils qui sont très complémentaires et c'est aussi l'intérêt de cette formation-là. Donc, tes 2 ans de biologie, et c'est pareil, tu aurais pu changer d'avis en cours de route pendant la biologie. Oui, j'ai failli. Ah, d'accord. J'ai failli, alors pas par, on va dire par vocation, mais parce que en fait, au début, j'ai pas été pris dans la formation de géoarchitecture parce qu'il y a une entrée du coup, comme il y a que 40 places, c'est une entrée nécessairement sur lettre de motivation et sur CV. C'est ça, Et, ouais. Il faudrait voilà. leur préciser, lettre de Voilà, motivation, lettre de CV, c'est pas un motivation et concours. CV. Non, c'est pas un concours. Et en fait, ma lettre de motivation, je l'avais un peu expédiée, enfin pas expédiée, mais je pensais pas qu'il fallait faire quelque chose de vraiment très très fouillé avec expliquer clairement toutes ses motivations, etc. J'avais fait un truc d'une page et en fait ils attendaient 3 pages quoi. Et ça je l'avais pas compris ou je l'avais pas lu. Et donc au début ils m'ont pas pris. Et puis finalement ils m'ont mis sur liste d'attente. Et ensuite, finalement, comme il y a des places qui se sont libérées, je l'ai intégré. Mais c'est vrai que quand on vous dit, finalement, vous n'êtes pas pris dans la formation, on est obligé de se dire, finalement, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, est-ce que je continue dans la bio? Est-ce que je retente l'année prochaine? Est-ce que voilà. Donc, il y a eu cette petite période où finalement les parcours sont pas tout tracés, quoi. On peut se remettre en question en plein milieu. Oui, voilà. et puis tu aurais pu avoir envie de faire autre chose, parce que c'est vrai que ce métier et cette formation, tu l'avais envisagé avec la conseillère d'orientation. Oui. Après, quand on grandit, on peut... Ça peut évoluer. On peut Et évoluer. puis j'aurais pu faire 2 ans de biologie en me disant mais en fait la bio c'est absolument génial. Voilà, Enfin, c'est c'est vrai, ça. c'est génial, mais voilà, j'aurais pu continuer aussi derrière quoi. Alors, GeoArchi, donc 3 ans, 3 ans. contact avec l'entreprise régulier. Oui, alors on a 2 stages à faire. Il y a un stage à la fin de la licence 3 qui dure 1 mois, je crois. Ouais. Je crois que c'était 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Et puis un stage à la fin du master 2, donc qui est le stage professionnalisant et qui dure 6 mois quoi. Ça s'est bien passé, c'est... Très bien. Ouais. Ça permet, comme le disait... Le premier, donc c'était dans une agence d'urbanisme. Donc c'est en fait un organisme qui travaille pour la métropole et qui va faire en fait toutes les études sur le territoire qui vont permettre ensuite aux politiques d'affiner un peu leur feuille de route, leur programme, et puis aussi aux différents organismes, que ce soit les chambres de commerce, les entreprises, etc. Donc c'est des études sur l'économie, sur le bâtiment, sur l'habitat, voilà. Donc ça c'était mon premier stage. Et puis le second c'était ABMA.
Ah. Et voilà. Et ensuite, voilà, c'était à BMA, donc je suis resté pendant 6 mois. Et puis ensuite, il y a eu une opportunité professionnelle et ils m'ont gardé et me voici. Alors, c'était il y a combien de temps? C'était il y a que 4 ans. 4 ans. D'accord. Tu as commencé en faisant quoi justement à BMA? J'imagine que c'était la suite de ce que tu avais fait en stage peut-être? Alors oui, quand j'ai été embauché, oui, voilà, oui, complètement. En fait, on est j'ai un peu coutume de dire, alors autant Estelle et Maxime sont plus sur des sujets bâtimentaires. Moi, j'ai aussi des sujets bâtimentaires, mais j'ai aussi des sujets d'aménagement, donc de l'aménagement de quartier, de l'aménagement à la fois on va dire dans la ville existante et puis aussi en extension, c'est-à-dire qu'on va construire des petits morceaux de ville à l'extérieur. Et j'ai coutume de dire qu'on est un peu des chefs d'orchestre, c'est-à-dire que la Brest Métropole, les élus viennent nous voir avec une partition en disant bah voilà, on a un projet d'habitat, on a un projet de logement, on a un projet de zone d'activité économique, de reconversion bâtimentaire, etc. Et nous, on va s'approprier cette partition-là, on va mettre un peu les bémols, les dièses, etc. Et puis on va aller chercher tous les instrumentistes qui vont nous permettre de jouer l'œuvre. Donc on va aller chercher, comme le disait Estelle, les maîtres d'œuvre, les architectes, les urbanistes, les entreprises de travaux, etc. Et on va coordonner un peu tout ce monde-là pour que, in fine, le projet aboutisse, qu'on passe finalement de l'idée politique au projet concret, que ce soit le bâtiment, que ce soit le morceau de ville, etc. quoi. Quand tu me parles de ça, je pense, il y en a peut-être beaucoup d'autres à la Fontaine-Margaux, où il y a un éco-quartier qui est en train de naître, ça fait quelques temps déjà. Ça fait partie de... C'est typiquement ce genre de... c'est ça. Donc en fait, le cas de la Fontaine-Margaux, il est intéressant parce que c'est vrai qu'on est sur un projet qui est très très long. C'est 1 millier de logements à peu près. Donc évidemment, on ne sort pas les 1000 logements d'un coup. D'abord, il faut faire des études pour savoir si le terrain est propice. Il faut lancer l'urbaniste qui va nous faire un plan d'aménagement du quartier en fonction du site, qui va concerter avec les habitants, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on obtient ces études-là, on va passer dans une phase d'autorisation réglementaire parce qu'évidemment, on n'a pas le droit de construire comme on veut, où on veut, n'importe quoi. Donc on a cette phase d'autorisation et puis ensuite, on passe à la phase chantier. Et une fois qu'on a livré le chantier, donc on a fait ce qu'on appelle de la viabilisation, c'est-à-dire qu'on vient créer les voies, les réseaux, etc., l'électricité, le gaz. Et ensuite, on passe dans la phase commercialisation. Parce qu'une fois qu'on a aménagé des terrains, il faut bien qu'on les vende pour que les gens viennent construire leur maison, que les promoteurs ou les bailleurs sociaux viennent construire leurs bâtiments, etc. Donc en fait, on a vraiment cette posture de suivre le projet des études jusqu'à la commercialisation. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on a à la fois, on a un contact avec plein de gens différents, à la fois les élus, à la fois les professionnels, nos partenaires, nos architectes, nos entreprises de travaux, et puis aussi les gens à la fin qui viennent acheter la maison, ou alors l'entreprise qui vient s'implanter, etc. Donc on a vraiment tout le panel de la chaîne, et c'est ça qui est très intéressant dans ce métier-là aussi, c'est qu'on sait pourquoi on le fait. C'est-à-dire que si on était entre guillemets seulement dans la phase étude, on serait que sur du papier et on verrait pas le projet concrétisé, alors que là c'est vrai que c'est intéressant on passe dans le quartier, on dit bonjour à madame machin qu'on connaît parce qu'elle a acheté sa maison, et voilà, c'est ça qui est intéressant. Quelle a été ton évolution en 4 ans au sein de BMA entre le moment où tu termines ton stage et où tu es embauché? Est-ce que tu as fait des choses radicalement différentes, l'évolution de tes missions? Ce qui est bien aussi dans ce métier, c'est que les projets sont très très divers. Il y a des projets de rénovation bâtimentaire, il y a des projets énergétiques, il y a des projets de transport. Là, on a des collègues qui travaillent sur la seconde ligne de tramway. Et donc, au début, j'étais plutôt sur des sujets... on va dire renouvellement urbain, c'est-à-dire refaire la ville sur elle-même. Je travaille sur la reconversion de tout le haut de la rue Jean Jaurès, donc sur les espaces publics, retravailler un peu ce quartier qui est pas très glamour quand on y passe. Et puis là maintenant, je suis plus sur des sujets habitat, donc comme la Fontaine-Margaux, où là on est en extension urbaine, donc on va essayer de détendre un peu la ville, alors sans l'étendre trop évidemment, et ça c'est tout l'intérêt du métier, c'est qu'il faut il faut répondre aux besoins de logement, mais il faut aussi ne pas aller grignoter la campagne, etc. Donc il y a ça, et puis j'ai des sujets aussi donc de rénovation bâtimentaire. Là on est en train de rénover une centaine de logements qui sont les logements de fonction des gendarmes maritimes, donc là on travaille pour la marine. Et puis j'ai aussi l'implantation des infrastructures du futur stade brestois qui va se construire en face d'IKEA. Donc ça c'est un projet dont on a aussi beaucoup parlé dernièrement. Donc quelque chose qui est aussi très intéressant, parce que là encore on est au contact d'acteurs très très divers, et puis on est sur du très très gros équipement, donc c'est un très gros projet. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute? C'est vrai que toi, par rapport à nos deux invités qui ont bourlingué, alors Maxime très loin puisque c'était la Nouvelle-Zélande, mais sinon il y a eu Paris aussi, toi tu es resté sur Brest entre guillemets.
guillemets, et puis tu as fait une fac. Enfin, pareil, on peut se dire, pour faire ces jobs-là, il faut faire des écoles pas possibles. Tu as fait une fac à l'UBO à Brest. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un lycéen, à un futur bachelier, voire même à quelqu'un qui a déjà fait qui ne sait pas trop quoi faire de son avenir? 3 conseils, je pense. Le premier, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire que de se faire confiance et de ne pas écouter les gens qui pourraient décider à votre place. C'est-à-dire que moi, à la sortie du lycée, on m'a dit « Ah Olivier, vu tes résultats, il faut que tu fasses une prépa, une grande école, un truc. » Voilà, parce que bon, j'avais la chance d'avoir d'assez bons résultats en foutant pas grand-chose, si vous me passez l'expression. Donc on m'a dit « Ah bah oui, là, il faut vraiment que tu ailles faire des études, des grandes écoles. » Et moi, j'ai dit « Mais non, en fait, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'aller en prépa où voilà, on a souvent cette image de la prépa où voilà, les élèves triment beaucoup et sont un peu dans le dur. Moi, j'ai dit « Je veux faire une fac. L'université, c'est pas parce que on dit souvent que l'université est une chance. Voilà, parce que tout le monde peut y rentrer, qu'il n'y a pas de frais d'inscription, etc. Et il y en a certains qui ont une image un peu dévalorisante de l'université, péjorative de l'université, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est aussi professionnalisant que d'autres formations. Voilà, donc je pense qu'il faut s'écouter. Si on a envie de faire quelque chose, c'est pas la nature de l'école où on va ou la nature de la formation dans laquelle on va qui peut jouer là-dessus. Donc se faire confiance, ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Et puis le deuxième conseil, c'est de se dire que de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne fera pas autant. Nos parents, ils rentraient dans une entreprise, ils rentraient en bas de l'échelle, ils avaient une évolution, ils finissaient en haut de l'échelle, voilà, à la retraite. Je pense qu'on n'est plus... Alors bon, il y a encore des entreprises et des domaines dans lesquels ça se fait, hein, bien sûr, mais je pense que nous, dans notre métier, c'est pas ça. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir des passerelles, d'avoir de la formation continue, d'avoir des reconversions. Moi, je pense que je ne ferai pas le même métier toute ma vie. Dans 10 ans, je serai sans doute plus là, je serai peut-être complètement autre chose. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire, faut pas s'enfermer dans un carcan en se disant j'ai choisi cette formation-là, donc je vais faire ce métier-là et je le ferai toute ma vie. Non, il ne faut pas hésiter à rebondir, à se dire maintenant, voilà, je pense que j'ai épuisé les possibilités du boulot, donc voilà, faut pas hésiter à changer, il n'y a pas de mal, voilà, on rentre pas, c'est pas parce que papa, maman nous disent il faut absolument que tu aies un boulot avec un bon salaire, etc. Voilà, maintenant on peut vivre en se reconvertissant et en changeant régulièrement. Et puis le troisième conseil, c'est de développer, et ça je pense que ça m'a énormément aidé dans mon parcours, c'est de développer ce que j'appelle les compétences transversales. C'est-à-dire que quand vous faites vos études, on vous apprend la technique du métier, on vous apprend la théorie, la théorie, mais il y a la compétence transversale de savoir écrire, de savoir parler, de savoir d'avoir un bon relationnel avec les gens, de savoir, comme le disait Estelle, se faire un réseau. Voilà, ça, je pense que c'est extrêmement important parce que en fait, c'est des choses qui nous permettent de travailler dans ça permet d'avoir des bonnes bases dans tous les métiers. Moi, je le vois avec ma formation, par exemple. En fait, on a une formation qui est très très générale à l'Institut de Géo-Architecture. On peut travailler à la fois chez les architectes, chez les bureaux d'études, voilà, dans des domaines très très divers. Mais donc, quand je suis arrivé à BMA, j'avais pas la technique du métier que j'exerce aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on me parlait de contrats avec les entreprises, on a une grosse partie administrative, financière, parce qu'on a des budgets d'opérations à gérer. La Fontaine-Margot, par exemple, c'est 40 millions d'euros. Donc voilà, ça représente des sommes qui sont assez conséquentes. Mais moi, j'ai jamais eu de formation en trésorerie. Donc on apprend sur le tas. Et je pense qu'on apprend mieux sur le tas si on a ces compétences transversales dont je parlais à l'instant, voilà, sur des choses qui s'appliquent finalement à tous les métiers, mais qui sont bien utiles. Pour terminer, même question qu'à Maxime et à Estelle, qu'est-ce qui te fait te lever le matin mes collègues formidables. Évidemment. La satisfaction de jamais avoir 2 journées qui sont pareilles. C'est-à-dire qu'on a un métier où on a la chance comme je le disais, de travailler à la fois sur des chantiers, sur de la vente, sur des relations avec les élus, avec nos partenaires, avec nos urbanistes, nos architectes, avec qui là on va discuter vraiment très très technique. Donc je pense que c'est des journées où il n'y a jamais 2 journées qui se passent pareil, il n'y a pas de journée type. Et puis on est sur des projets complètement différents. Donc c'est aussi d'avoir toujours du neuf sur les sujets qu'on pratique. Puis
puis avoir la satisfaction du travail fini, quoi, de se dire bah voilà, on a trimé pendant 10 ans pour que notre quartier d'habitat il soit construit, et puis bah à la fin on a la satisfaction d'avoir les habitants qui viennent nous voir en nous disant ah merci de votre accompagnement, c'est cool, vous avez fait un beau boulot, quoi. Donc bon, c'est un peu bon, faut pas se lancer des fleurs non plus, mais c'est vrai que c'est voilà, ça fait plaisir. On se dit qu'on entre guillemets qu'on sert à quelque chose, quoi. Question subsidiaire, il sort quand le nouveau stade du stade brestois au Fruit de Venne, alors parce que tu es sur le dossier. Alors, tu peux peut-être nous donner un petit, tips, Je ne vais pas divulguer d'informations confidentielles, mais a priori, on serait sur une inauguration en 2026, 2025-2026. Bon, voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Vous savez que le nouveau stade, il sortira de terre en 2026. Dites-le, mais sans faire trop de bruit au repas. Dimanche midi à table, vous allez calmer, vous allez fermer des bouches. Je pense que si vous sortez ça, j'ai été à une conf à Azimut et on m'a dit que le nouveau stade, il travaille dessus. Hein, donc vous ne pouvez pas avoir une meilleure... On est en très bonne voie. Une meilleure info. Merci vraiment à tous les trois de vos témoignages de parcours. Messieurs qui nous ont rejoints ou qui est là depuis un petit moment, si vous avez des questions... à ces 3 personnes, c'est le moment. Et si vous ne souhaitez pas lever la main et machin, vous venez directement leur poser la question, peut-être pas dans l'oreille, mais en tout cas en leur tapant sur l'épaule. En tout cas, merci de votre attention à ceux qui ont fait que passer, ceux qui sont venus toute la conférence. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions là, maintenant, à poser hors micro, n'hésitez pas. Ça peut être intimidant de lever la main et de poser la question devant tout le monde. Donc, merci à vous. C'était le témoignage donc, de 3 employés de BMA, leur parcours de vie, leurs études, et puis le métier qu'ils font aujourd'hui. Je crois que la conférence sera rediffusée sur le salon pendant les 3 jours. Merci de votre attention et merci à tous les 3 pour votre participation. Merci. Merci.